Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marianne, je suis très heureuse de te recevoir. Bonjour Julie, plaisir aussi pour moi, honorée. Voilà. Ah bah écoute, vraiment l'honneur est pour nous. On est vraiment très très heureuse de te recevoir sur Apprentie Sorcière. Et puis pour les personnes qui te verront en replay aussi, bonjour à tous et à toutes. Marianne, c'est un vrai cadeau que tu nous fais aujourd'hui, de ta présence d'abord, parce que bon, tu te présenteras, mais enfin, tu es très chère à mon cœur. Tu fais partie de ces pionnières du féminin sacré, des rituels, celles qui m'accompagnent. J'ai des livres à toi sur ma table de chevet régulièrement, et ton dernier livre est tout à fait différent. On va en parler. C'est l'objet de ce live d'aujourd'hui, ton dernier livre, Enquête de mère, qui est sans doute ton livre le plus intime. Est-ce que je peux te demander de te présenter à notre communauté? Alors, avec la grâce des réseaux sociaux, je suis en lien avec vous depuis la Suisse. Donc, je vis en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Je suis, en- j'ai été, je suis à la retraite, même si ça se remarque pas trop. Je suis à la retraite. J'ai eu une carrière comme enseignante, comme musicothérapeute auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes en difficulté. Je me suis formée en écothérapie dans la fin des années 90, donc je suis une pionnière dans l'écothérapie. Ce qui veut dire que musicothérapeute et écothérapeute, c'est un peu le même combat, c'est le combat de la relation. En fait, c'est de se mettre en relation, de se remettre en relation par le verbal ou le non-verbal, de se mettre en relation avec les autres, soi-même et la terre mère, on y reviendra, on y reviendra peut-être. Et puis ensuite, j'ai été professionnellement parlant, évidemment, formatrice d'adultes et j'ai créé la formation de praticienne en éco-rituel qui se donne en France aussi, en Suisse et en Belgique. Et puis, suite à un souci de santé, puisque j'ai perdu la vue il y a quelques années, on m'a demandé de transmettre mon expérience. Et c'est suite à ce besoin de transmission que j'ai commencé à écrire. C'est fou comme des fois, enfin, les chocs de vie comme ça nous propulsent dans de nouvelles activités qu'on n'avait même pas imaginées. Et donc, j'ai commencé à écrire en tant qu'écothérapeute pour remettre du lien, en particulier les femmes aussi, dans leur lien au vivant, de leur corps au vivant. Et voilà, plusieurs livres, plusieurs oracles. Et me voici aujourd'hui. J'en ai quelques-uns ici, à l'Oracle des saisons, qui est vraiment magnifique et très très pertinent. S'épanouir au rythme des saisons aussi, qui m'a vraiment beaucoup appris sur cette roue de l'année. Et puis le réveil des gardiennes de la Terre. Alors rien que le nom déjà, ça dit beaucoup. Plus récemment, donc il y a ton nouvel oracle, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, un oracle rond, j'en connais pas deux. C'est le tien, très très beau. Et puis il y a, alors je vais le présenter à l'écran tout de suite, Enquête de mer, ce livre que tu viens tout juste de sortir et qui est quand même très différent de ce que tu as précédemment publié, puisque c'est vraiment ton histoire et une histoire qui est tellement prenante parce que tu as quand même commencé la vie dans des conditions très, très particulières. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, quand je suis née en 1957, j'étais la plus jeune prématurée, ou la plus grande, je ne sais pas comment on peut dire, la plus grande petite, la, la plus grande prématurée viable en Suisse, donc qui a demandé 3 mois de couveuse. Et ensuite, un retour encore en hôpitaux. Et donc, une situation qui a été difficile pour moi, je pense, en tout cas particulière, je vais dire particulière, et qui n'a pas favorisé le lien entre ma mère et moi. Et il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de vraie relation. Et puis, voilà, il y a eu plusieurs paramètres, effectivement, qui fait que
on s'est perdu très très rapidement de vue et que ce n'est que lorsque j'ai été mère moi-même que j'ai essayé de la retrouver. Je l'ai retrouvée, je l'ai reperdue, il y a eu plusieurs abandons et il y a eu plusieurs possibilités de réparation qui ne se sont pas passées et ça a été vraiment la grande blessure de ma vie. Mais c'est aussi celle, évidemment, qui m'a fait rebondir, c'est celle qui m'a demandé de moi-même faire du lien là où il n'y en a pas. Et je pense que si je suis devenue une thérapeute de la relation, c'est bien parce qu'il faut, à un moment donné, combler ce qui ne nous a pas été donné. Et c'est vital, enfin c'est juste vital pour son équilibre psychique, physique. Et donc voilà, j'ai eu besoin à un moment donné de donner et à moi-même et à ma lignée compte tenu de cette absence. Comme si à un moment donné, à mon âge, je ne pouvais pas rester avec des trous. Où il fallait créer le personnage de cette mère que je connais très peu, enfin que j'ai connu très peu, et savoir comment c'était d'accompagner une si grande prématurée à un moment donné où on ne les touchait pas, où on ne les approchait pas, où rien n'était fait pour vraiment créer cette relation. Et oui, c'est terrible et on sent, on sent ce vide en fait, ce vide, j'ai l'impression que la relation à la mère, c'est quand même la première des relations. C'est un peu le socle sur laquelle à partir duquel vont se construire les autres relations et quand on te lit, on se dit: «Mais comment tu as pu, traverser tout ça?» Les longs mois aussi, en couveuse, ils sont écrits avec beaucoup de détails, on entend le bruit des machines, est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu romancé, tu t'es documenté ou est-ce que tu as toi-même des souvenirs à cet endroit-là? Alors, je n'ai pas de souvenir, sauf ce que j'explique dans mon livre à un moment donné, c'est que le son m'a créé. Et je pense que si je suis devenue musicothérapeute, mais ça, je l'ai conscientisé qu'au moment où j'ai fait ma formation de musicothérapeute, c'est parce que le son m'a créé, c'est-à-dire non pas le battement de cœur de la mère, non pas cette enveloppe, mais de la machine, en fait, de la machine sonore. Et je pense que le son m'a rempli, je pense que le son m'a donné vie, et je pense que c'est fondamentalement ce qui m'a amené au tambour. Par la suite, au tambour chamanique, c'est-à-dire moi-même faire entendre un bruit répété qui donne vie. Parce que dès que le son s'arrête, en fait, c'est la mort. Donc je pense que j'ai une mémoire comme ça, vraiment archaïque en moi, de m'être donné vie, parce que ça n'a pas été apporté de l'extérieur, de m'être donné vie à travers le son. Et je pense que là, il y a quelque chose de cellulaire, tu Complètement. vois, voilà. Et lorsque l'envie du livre, c'est même pas l'envie, le besoin s'est fait sentir vraiment de réparer ces lignées, c'est par le son. Et les premiers mots de ce livre sont des mots de son. C'est comment est-ce que j'ai pu, qu'est-ce que j'ai pu entendre. Et dès que les premiers mots le fouillis-chou, qui sont venus à moi, j'ai éclaté en sanglots et j'ai senti que là, le petit être à l'intérieur de moi était en train de se dire, mais c'est complètement inconscient, complètement cellulaire, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, je ne sais pas ces mots-là qui sont venus très forts, expliquer ce qu'un bébé peut vivre. Donc, c'est romancé, mais en moi, c'est pas de la fiction. En moi, c'est venu me chercher. Et je pense que c'est très très touchant parce que les bébés que nous avons été se retrouvent tous dans comment je décris cette relation primaire à soi, à son corps, à l'extérieur de soi. Mais bon, j'ai été mère moi-même, donc évidemment qu'il y a une part de vécu de moi avec mes enfants, mais
il y a quelque chose vraiment qui s'est joué là. Je mets vraiment le mot joué. Oui. Moi, et qui n'est pas du tout conscient. Ah oui, c'est vrai, et on le ressent très, très bien. Tu parles aussi de ce non-moi qui t'accompagnait dans cette période-là. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été comme ça à un moment un peu entre la vie et la mort et puis, isolé, de l'humain, ça t'a donné une relation particulière avec l'invisible, avec ton intériorité? Je le pense. Je pense qu'il y a eu ça et il y a eu un autre moment dans ma vie où j'ai eu lorsque j'ai eu 21 ans, d'ailleurs, à ce même moment en miroir avec les 21 ans de ma mère d'ailleurs, où j'ai eu un accident de voiture et où je suis passée de l'autre côté et dont je me souviens. Et je pense que c'est un moment, voilà, l'autre moment charnière où il y a eu cette perméabilité. Mais je crois enfin, je veux dire, je crois même dans la psychose, parce que si on se construit pas comme j'ai pu me construire, il y a le risque de la psychose. Mmh. Il y a le risque qu'on se construit une réalité, une autre réalité dans cette non-présence ou dans cette présence sans moi ou avec le sans moi, on peut dire comme ça. Il y a une présence qui est absolument nécessaire pour survivre. Et cette présence peut prendre, je pense, une forme psychotique si ça dure, si il n'y a pas après du réel qui vient rencontrer cette création intérieure de survie. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait, Oui, oui. mais Oui, oui, tout à fait. parce que souvent on pense, hein, le lien à l'invisible, ça pourrait être une maladie mentale. Hein? Souvent, on peut se poser cette question dans le chamanisme ou autour du chamanisme. Je pense que tout est question de s'il y a à un moment donné cet axe quand même du moi, Oui. si celui-là a pu quand même se créer, ce pilier a pu quand même se créer à l'intérieur. Oui, c'est clair. Et du coup, on sent que, toi, cet axe que tu as construit au fur et à mesure, de la vie, il a dû être d'autant plus solidifié qu'il y avait ce manque, de relation initiale. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, d'une certaine façon, transcendé une sorte d'héritage familial? Parce qu'on lit dans ton livre que ta mère elle-même n'avait pas vraiment vécu avec sa mère, qu'il y a toute une lignée comme ça de femmes qui abandonnent, leur enfant. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu as réussi à, voilà, déjouer, cette espèce d'héritage? Alors, je l'ai déjoué. Cela, c'est fait. Comme on dit, j'ai été présente à mes enfants et mes enfants sont présents à leurs enfants. Donc là, il y a quelque chose qui est totalement réparé au niveau de l'abandon, avec parfois, comme on le sait, une surprotection du coup. Oui, On est toujours comme ça. Soit on fait comme nos parents, soit on veut absolument pas faire comme nos le parents. contraire. Donc je pense que à force de vouloir garder un couple, garder mes enfants près de moi, enfin tout ça, je me suis aussi par moments vraiment fait souffrance et Mmh. oublié moi-même. Donc on est toujours dans ce jeu d'essayer de rester en équilibre, le pied sur la terre et le pied en haut. Et j'ai fait de mon mieux, mais j'ai déjoué cet abandon, en tout cas. Ça, c'est Oui, vrai. clairement. Et dans ta famille, quand ils ont lu le livre, est-ce qu'ils ont découvert des choses ou est-ce que tu étais déjà au clair avec ça? Alors, il y a eu quelques bribes, mais j'ai eu ma fille il y a 2 jours euh, au téléphone et elle me disait, maman, je crois que je vais ouvrir le livre. Ah, Donc, je pense que c'est très c'est très émotionnel aussi pour eux de recevoir ce livre et ils sont là alors qu'on parle, ils sont tous les trois avec ce livre juste là à côté d'eux à se dire est-ce que je l'ouvre, est-ce que c'est le bon moment pour l'ouvrir, parce que je crois qu'ils ne me connaissent pas s'ils ne lisent pas ce livre. Je suis très émue en te le disant, mais je crois vraiment que
tout ce que j'ai fait de ma vie dépend de ça. Et donc, bien des choix que j'ai faits, bien des erreurs que j'ai faits, bien des exploits et des défis que je me suis lancée dans ma vie viennent de cette petite fille en couveuse et de ce non-lien. Donc, je pense qu'ils vont me découvrir et tel que je suis aujourd'hui à travers cette lecture. Ah, c'est magnifique. C'est vrai que c'est une plume. Tu as une très très jolie plume, mais là, on sent que tu as donné ce que tu avais de plus proche de ton cœur, quoi, de ton essence euh, initiale, primordiale. Est-ce que du coup, bon, c'est peut-être un raccourci un peu rapide, mais on parlait de la terre-mère au début, le travail que tu as fait avec les femmes, avec les éco-rituels, ce contact très particulier, privilégié, avec la nature, avec le son. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des cadeaux, d'une certaine façon, qui allaient avec l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire le fait que tu n'es jamais une maman? Alors moi, je crois complètement qu'inconsciemment, on comble nos manques pour survivre. Je dis souvent aux femmes que j'accompagne, si vous n'avez pas eu cette parentalité qui donne confiance dans la vie, vous pouvez toujours, à tout moment dans votre vie, plus tard, la récupérer. Oui. Sauf que ça ne se trouve pas exactement au même endroit. C'est comme si on se crée une terre. C'est comme si on se crée une terre intérieure. Et là, il faut vraiment sortir de l'eau matricielle, tu vois, sortir de l'eau matricielle pour mettre un pied sur une terre qui est la nôtre, de créer son propre territoire, donc de créer sa famille, de créer sa communauté de femmes, sa communauté aimante, de créer son paysage dans lequel on est bien, de créer une terre fertile où on peut poser nos projets et où ils sont accompagnés. Mais tout ça, c'est à créer soi-même. C'est plus du tout créé par l'environnement qui vient, la fluidité. Voilà, il faut un peu être battante pour créer sa propre terre et son propre territoire. Mais on peut le faire. Sauf que voilà, c'est pas donné. C'est récupérable, mais c'est pas donné. Et ça donne une grande force aussi. Oui. Oui, c'est le cas. Pardon. Il faut le faire, tu vois. Il faut le créer, il faut le faire soi-même. Donc ça demande une grande force, une grande volonté, une grande persévérance. Mais je crois, alors, mais à 100% qu'on est aidé entre femmes pour le faire. Oui, donc tu as pu trouver dans ton environnement des substituts de la figure maternelle. C'était cette mamie, et puis après, il y avait la terre. Est-ce qu'encore aujourd'hui, toi, tu continues à t'appuyer sur ces figures maternelles? Alors je deviens mamie. je suis mamie à mon tour. J'espère pouvoir, j'espère pouvoir leur donner quelque chose de moi aussi, de cette lignée-là. Mais eux, ils ont leurs parents et donc je viens après. J'ai autre chose à donner, hein, comme grand-mère. Mais la terre, oui. Alors je crois, c'est une nécessité de me sentir en vie. Et c'est la nature, c'est la terre-mère qui me montre sans arrêt comment je peux être en vie et comment je peux être à la fois moi-même et changeante. Et ça, c'est vraiment aussi un modèle pour moi de rester dans cette cyclicité du vivant et de ne pas être figée. Et je pense que avoir été autant bousculée me donne aussi cette adaptabilité, de croire en cette adaptabilité, c'est-à-dire que la terre-mère, c'est pas un soutien fixe. Malgré qu'on croit qu'elle est fixe, mais non, c'est un soutien toujours en mouvement. Et je trouve que là, elle est vraiment toujours d'un soutien pour moi parce que nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement et elle est à la fois soutien et en même temps de manière permanente en mobilité. Oui, c'est effectivement la leçon aussi qu'elle nous porte. Est-ce que pour toi, la résilience, c'est un peu comme un muscle? On peut être plus ou moins doté à la naissance de cette qualité,
mais en la travaillant, finalement, toi, tu es quand même une Wonder Woman de la résilience, on peut le dire. Je suis un kangourou, tu sais, de celles qui rebondissent sans arrêt. Écoute, je crois pas qu'on est résilient. Je crois que c'est qu'en regardant en arrière qu'on peut se dire qu'on a été résilient. Je crois pas qu'on peut être résilient d'abord. Je crois qu'on est résilient ensuite. Parce qu'on regarde et on se dit ouf, là j'ai traversé. Hein. Et ce sont souvent les autres qui disent qu'on est résilient parce qu'ils ont vu que nous avions traversé. Je mets un tout petit peu en doute le super pouvoir de la résilience. Je suis une survivante. Alors si être résilient, c'est survivre, ben super. Mais je sais aussi que vivre, c'est mieux que survivre et que si on pourrait avoir un peu moins d'angoisse, si on pourrait être moins ballotté par la vie, si on pouvait être moins dans la peur, si on pouvait être moins dans la non-confiance, si on reste, je crois, comme résilient avec nos failles. On les écoute. Par contre, on les écoute parfois moins et c'est ça un peu le risque, je trouve, du résilient, c'est des fois de nier sa propre vulnérabilité. Et j'aimerais faire l'éloge de cette vulnérabilité. Il faut questionner le résilient quant à sa vulnérabilité. Mes meilleures amies sont celles qui me disent alors, Marianne, ça va? Et je dis oui. Oui, mais Marianne, ça va? Et je dis oui. Et elles me disent oui, d'accord, mais au-delà du ça va, comment tu te sens? Et là, je peux vraiment à nouveau me ressentir moi-même parce que le résilient oublie des fois de se ressentir lui-même. Donc, voilà, j'aimerais qu'on dépasse un peu le super pouvoir du résilient pour lui accorder le bénéfice de sa vulnérabilité aussi. De la fragilité qui va devenir, qui est une force en fait, qu'on avance avec et en conscience. C'est sûr, il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable en se disant non, moi je peux tout faire. Mais c'est quand même un message d'espoir qui est énorme parce que quoi qu'on traverse, et toi tu as traversé, se dire que on peut transformer ça en or pour du coup être aujourd'hui presque un modèle, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup apporté aux femmes. Cette notion de cyclicité, cette notion d'écoute, de sororité, c'est des choses, ça fait des années que tu travailles avec, que tu les transmets, et ça a complètement changé la façon de voir le monde de plein de femmes. On est consciente de ça quand même. Ben, merci de me le rappeler. Merci de. Non, mais je me rends pas toujours compte. Non, je me rends pas toujours compte. J'ai juste vécu ma vie. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai pu sentir que ça allait servir à d'autres, mais pas de manière égotique, tu vois, juste parce que quand je suis là à initier, à faire grandir les femmes devant moi par l'accompagnement que je leur apporte, en particulier en présentiel durant toutes ces années, il y a quelque chose en moi, tu sais, qui grandit en même temps qu'eux. C'est comme si chaque femme est une parcelle de moi. Ouais, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui résonne l'une avec l'autre et je fais grandir parce que je grandis et je me dis pas waouh, qu'est-ce que. Non, je vis à travers les femmes que je fais grandir aussi et que j'initie à leur grandeur, à leur être profond, mais c'est comme ça que je me mets au service, mais oui, enfin, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. C'est pas voulu, tu vois, c'est pas une posture. Bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose qui, en moi, comme ça, a besoin de résonner dans chaque être que je rencontre. Je pense que je suis une porteuse de vie, tu vois, comme ça, et je la veux. Je la veux totalement chez chacun. Chez chacun. Tu l'as trouvée chez toi, tu as été la chercher. Et effectivement, ça doit être pas supportable pour toi de voir des femmes éteintes
quand tu sais les trésors qui sont derrière, en fait. Parce que il y a une lecture très particulière de la femme. Alors, ce rapport avec cette mère absente, euh, qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre justement sur la femme, sur la maternité? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une lecture de la mère? Parce que, voilà, on dit l'instinct maternel, bon, bah, visiblement, c'est une construction, hein. C'est Elisabeth Badinter qui l'expliquait très bien dans un livre. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui se sentent pas forcément avec un instinct maternel et qui ont peur d'être amputées d'une partie d'elles? Alors, je ne sais pas si ma mère avait vraiment envie, enfin, je le décris à un moment donné où j'ai l'impression qu'ils ont essayé de me faire passer, enfin, donc, je crois tellement enfin, le pouvoir de vie, c'est un pouvoir que les femmes portent très fort, euh, par leurs organes, on va dire, mais ça se montre à plein de niveaux différents. C'est un pouvoir de créativité. Je me souviens avoir été, il y a plus de 30 ans maintenant en Afrique de l'Ouest, et je faisais un stage de musique, et moi-même, je travaillais le balafon avec des musiciens. Et j'avais eu un jour un ancien qui était venu remplacer mon jeune maître, donc d'une ancienne génération. Et d'abord, il m'avait dit, est-ce que vous êtes de lignée de musiciens, avant de pouvoir m'instruire, et j'avais dit oui. Et après, il m'a dit, mais pourquoi un instrument? Parce que normalement, les femmes, elles chantent pour séduire et pour bercer les enfants. Et elles dansent pour séduire. Ça, c'est votre job, à quelque part. Mais vous donnez la vie. Alors, laissez-nous la musique. Ah, Et j'avais trouvé ça très, très fort. Parce qu'en fait, c'était très, très fort que nous avions un pouvoir de donner la vie, que les hommes n'arrivaient que par la musique. C'est comme ça qu'ils le définissaient. À eux aussi, enfin, se mettre en compétition avec nous, parce que la musique donne aussi la vie. Mais ça m'avait profondément touchée, parce que je crois que là, j'avais touché quelque chose de la force de vie des hmm. femmes que nous enviaient peut-être les hommes, ou qui faisaient peur aux hommes. Et donc, je crois complètement à la force de vie des femmes. Simplement, ça se manifeste pas forcément dans la maternité, mais ça se manifeste dans toutes les réalisations, les créations, le care aussi, le soin qu'on porte à la vie, le soin qu'on porte à la terre. Enfin, c'est très, très, très important. Très, très important. C'est trop dominé maintenant par le pouvoir sûr, et il faut le pouvoir du dedans, hein, que les femmes peuvent apporter. C'est ça. Donc, je sais, j'ai accompagné des femmes qui ont choisi le célibat, et des femmes qui ont choisi aussi de pas avoir d'enfants, et qui se trouvaient malmenées par les croyances de la société. Ouais. Il y a encore du travail à faire à cet endroit-là, hein, parce qu'effectivement, on n'est pas encore libre. Enfin, c'est vrai qu'une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant, elle est tout de suite étiquetée, jugée, alors qu'en fait, c'est son droit le plus naturel. On peut tout à fait le choisir. Et tu dis dans ton livre qu'il y a cette notion de femmes qui tombent enceintes assez facilement, hein. Il y a donc dans tes lignées, enfin, ta maman, visiblement, elle avait pas de mal à tomber enceinte. Et donc, il y avait un problème aussi au niveau de la régulation des naissances. Aujourd'hui, c'est réglé à peu près, mais il y a encore dans plusieurs endroits dans le monde cette problématique. Euh, Est-ce que c'est une malédiction pour une femme parfois, cette capacité de tomber enceinte, de faire un enfant? Moi, je pense qu'on on parle pas suffisamment de la peur mensuelle, tant les femmes vivent avec la peur d'avoir leur menstru, de saigner ou de ne pas saigner. Et ça, en fait, ça vient tous les mois. Parce que ça peut saigner beaucoup, ça peut saigner pas, il peut y avoir du retard. Alors, est-ce que c'est souhaité? Est-ce que c'est pas souhaité?
Moi, je trouve qu'on est dans une cyclicité dans nos mois qui est quand même difficile. Enfin, je pense que c'est difficile de s'apaiser avec ça. De vraiment. Moi, je suis pour le cycle, tu vois, plus que pour la polarité. Donc, dans le cycle du vivant, il n'y a pas toujours que la mer. La mer, si on reprend le lien avec la lune, euh, la, la mer, c'est seulement la pleine lune. Après, il y a toutes les autres phases, et toutes ces autres phases permettent à la femme, si elle s'approprie ces autres phases, à être beaucoup plus sereine, c'est de ne plus seulement être dans l'attente de comment va être cette pleine lune là, tu vois, ou bien le moment sans lune, c'est-à-dire le moment où elle va saigner, mais tout au milieu, toutes les nuances au milieu qu'elle est, tu vois. Et donc, si elle peut s'approprier toutes ces facettes d'elle-même, elle va vivre peut-être beaucoup plus en sérénité, plutôt que d'être dans cette attente de est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas, est-ce qu'il va falloir faire avec, est-ce qu'il va falloir faire sans. Enfin, on est toujours dans cette polarité et ça amène beaucoup de peur, je pense, et d'angoisse. C'est vrai. Peut-être que ce serait sympa de refaire, ça t'embête de nous redessiner un peu ce cycle pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire tes livres et de suivre tes transmissions. Alors, la Terre, elle a ses 4 saisons, en tout cas chez nous, hein, elle a ses 4 saisons, et la Lune a ses 4 phases, cette phase de croissance, cette phase de maturité, cette phase de décroissance et cette phase de repos qu'on va trouver une fois par mois avec la Lune ou sur une année avec les saisons, avec ces moments forts qui sont les équinoxes et les solstices qui sont fêtés dans toutes les fêtes païennes et qui subsistent encore de manière un peu, on va dire, inconsciente et commerciale dans nos sociétés actuelles, mais qui fondent vraiment ces alternances. Sauf qu'au lieu d'être des alternances blanc-noir, de ces alternances haut-bas, de ces alternances ciel-terre, masculin-féminin, sont vraiment beaucoup plus nuancées. Donc il y a toujours une part en nous qui est en croissance et qui peut vraiment s'affirmer, qui est plutôt indépendante, individualiste, mais qui a des forces de logique, tu vois, ces forces printanières qui veulent vraiment réaliser, qui nous amènent à la réalisation. Et l'intuition aussi, hein, l'intuition, l'impulsion, le nouveau départ. Tout à fait, tout à fait. Et qu'on s'en pointe là maintenant. Typiquement. Et puis il y a un temps de réalisation, il y a un temps vraiment de création, il y a un temps où le bébé est né à quelque part, tu vois, où on va l'accompagner, où c'est une phase très très relationnelle, généreuse, empathique, et ça on le vit tous. Sauf qu'on ne le vit pas tout le temps. Et il ne faut pas exiger de nous de le vivre tout le temps. On n'est pas tous mères là à ce moment-là, tu vois. C'est juste un moment. Et après, il y a un autre moment où il y a une décroissance. Et dans ce mouvement de décroissance, le monde nous intéresse nettement moins. Tu vois, c'est notre intériorité qui nous intéresse. C'est moi, quand même, à un moment donné. Je me respecte moi-même. Ok, tu veux ça, mais moi, je veux autre chose. Je veux autre chose. Et cette autre chose, je vais les chercher dans mon intuition, je vais le chercher dans mes rêves, je vais le chercher dans mon intériorité, je vais le chercher dans ce lien à l'invisible. Je rentre à l'intérieur de moi. Et ça, à un moment donné, il faut aussi accepter et valider. Mais à nouveau, c'est pas tout. À nouveau, on doit aller encore jusqu'au plus profond. On doit aller jusqu'à l'hiver. On doit aller dans ce temps de repos, de silence où plus rien ne se passe et où, en fait, rien ne se passe. Et ça, c'est une grande peur de notre société actuelle parce que nous sommes dans le vide. Ouais, cette peur du vide que nous comblons avec plein d'activités, plein de loisirs, plein de formations, plein. Or, c'est juste un temps avec l'invisible. C'est un temps vraiment où tout est à nouveau en gestation. Et on a de la peine à attendre dans ce temps-là.
On a la peine à être dans ce temps-là. Donc ça aussi, c'est cet hiver en nous qu'il est important de connaître, d'apprécier. C'est absolument pas maternant non plus, tu vois. Mais de ce mouvement-là va naître à nouveau cette fécondité, enfin cette envie, cette impulsion du printemps, et le cycle reprend. Donc en fait, la maternité, si tu vois, c'est qu'un quart en fait de toutes nos facettes. Il y a une facette de réalisation, une facette d'introspection, il y a une facette de questionnement intérieur, et tout ça doit être valorisé, pourrait être valorisé par la femme pour qu'elle ne se pense pas seulement mère ou non mère. C'est ça, et défaillante si elle n'arrive pas à connecter à cette notion de la maternité. Ce temps de vide, cet hiver, cette nouvelle lune, ce moment de pause, justement, c'est peut-être aussi le moment de l'écoute. Tu disais que le son a créé la vie. On peut écouter le son qu'à partir du moment où on se tait, on est d'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que on n'est pas tout à fait acculturé, formé à cette pause, quoi, à ce moment de rien faire et simplement de se mettre à disposition de ce qui pourrait émerger en matière ça peut être du son, mais ça peut être des idées. Est-ce que tu penses que il y a l'intérêt, le renouveau pour la méditation, pour les marches dans la nature? On se rend bien compte aujourd'hui à quel point c'est vraiment vital. Toi, c'est quelque chose que tu sens vraiment s'installer? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup d'efforts de pédagogie à faire pour que les gens acceptent ce moment de l'hiver? Alors je vais rebondir sur ton mot de pédagogie, parce que je crois que ça se passe par l'éducation et les premières années. Et, euh, et je vois trop d'enfants qui sont surstimulés, en fait, et où on a peur de l'ennui. Enfin, on croit que l'ennui est un vide. Or, permettre à l'enfant de s'ennuyer, c'est lui permettre de développer un monde intérieur et une imagination qui lui est propre. Alors ça peut aussi se faire à travers des contes qu'on lui raconte, à travers des histoires qui lui sont racontées, mais aussi toutes les histoires qui se créent en, en regardant un arbre, en découvrant une fourmi et sa fourmilière, etc. Donc c'est tout. Je pense que c'est tellement important de laisser cette place au vide plutôt que de vouloir combler. C'est pas un vide, en fait, c'est un monde intérieur. C'est un monde intérieur qu'on laisse à l'enfant, qu'on lui laisse la possibilité de créer. Et ça va être un berceau de résilience, moi je crois complètement, parce que ce monde intérieur va être celui qui façonne effectivement les forces manquantes. Donc je suis une artiste, tu vois ce que je veux dire, je suis une artiste de ma propre vie, parce que j'ai été chercher aussi cet imaginaire pour pouvoir combler. Donc c'est très très important de laisser l'enfant dans cet ennui. Or on voit bien que tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers, sauf dans une niche encore de personnes qui se rendent compte de ce besoin. Et je pense que le Covid a aidé. Oui. Je pense que vraiment ça a été une piste d'aide, de retrouver le lien à la nature, de retrouver le lien, enfin de faire avec ce manque de relations extérieures, de faire avec ce manque de lien à la famille, de faire avec ce manque de pouvoir sortir et se promener. Et du coup, ça a redonné une nouvelle impulsion. Tu vois, il y a toujours un plus et un moins, mais ça a redonné cette impulsion de dire waouh, là, quand je suis en nature, je respire autrement, je suis. Parce qu'à un moment donné, la marche arrête quand même les pensées, la méditation arrête les pensées, c'est le monde intérieur qui commence tu vois, à prendre place. Donc les soins en forêt, c'est très important. Mais même, tu vois, en forêt, je dis souvent aux personnes qui vont jouer du tambour en forêt, vous continuez de faire du bruit. C'est ça. Donc, jouer du tambour en forêt pour appeler les esprits, etc., c'est quand même à nouveau faire du bruit pour les écureuils, les cerfs, donc
taisez-vous un moment, posez le tambour et écoutez le murmure du vent dans les feuilles et le bruit des petits oiseaux qui viennent dans les feuilles tout près de vous. Euh, arrêtez de vous surreprésenter toujours, même en nature. De vous manifester, De vous manifester. effectivement. Ça nous remet, quand tu parles, il y a le cycle, et puis il y a le lien, en fait, tout ça, c'est très, très, c'est lié, enfin, voilà, c'est le mot qui vient. Parce qu'effectivement, dans cette roue, pour qu'elle soit équilibrée, il faut qu'il y ait des éléments de densité à tous les endroits, et se poser dans la nature, et effectivement se mettre à disposition de recevoir plutôt que d'émettre tout le temps. C'est quelque chose, encore une fois, qui n'a pas été transmis, enseigné à l'école, hein. On est tout le temps dans une posture où on doit produire, on doit faire, on doit dire, on doit penser, mais être en retrait et observer, je pense qu'il faudrait, ça doit être une matière à l'école, enfin, d'une certaine façon. La qualité de l'accueil et d'écoute. Je pense que la pleine conscience qui par exemple, est un grand mouvement maintenant et qui commence, je crois, à apparaître un peu aussi porté par certains professeurs ou bien certains instructeurs, même dans les écoles. Je pense que c'est une piste pour juste être et dans l'observation de comment le monde extérieur et le monde intérieur interagissent. Et on n'est pas seul dans ce vide-là. On est tout le temps en interaction. Mais cette interaction primordiale, on l'a oublié. On l'a oublié, effectivement. Et ça demande beaucoup de confiance et puis de foi, hein, que de se poser comme ça au milieu de rien et essayer de connecter avec ces liens subtils qui sont pas si simples, hein, à aller chercher. Est-ce que toi, dans les pratiques que tu transmets, les gens qui viennent te voir, ils ont déjà quand même des antennes à liens qui sont un petit peu aiguisées, ou est-ce que tu vois les gens couper complètement de cette dimension de l'humain dans sa spécificité au milieu d'un plus grand que lui, quoi? Alors, comme écothérapeute, le travail de l'écothérapeute, c'est de refonder ce lien. Pourtant, quand les personnes se sentent perdues et se trouvent sans lien, c'est juste qu'elles ont oublié ce lien. Et il faut juste, c'est comme un tissage à nouveau. Il faut à nouveau repartir, créer un nouveau cordon ombilical de conscience ou d'observation. Moi, je suis quelqu'un qui ne va pas forcément travailler avec l'invisible, avec les personnes qui viennent, parce que je laisse ça à des personnes qui ont des clairvoyances, des clairaudiences. Je ne suis pas clairvoyante ou clairaudiente. Donc, moi, je travaille par contre avec ce qui est, donc avec les sens. Et on a oublié que nos sens sont des sens de perception et des sens de connexion. Donc, comment sentir, comment toucher, comment écouter. Et là, c'est incroyable combien nous sommes connectés. Mais il faut prendre le temps de revenir au sens. Alors, c'est intéressant. Le sens a beaucoup de sens. Oui, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, et c'est des choses auxquelles, encore une fois, on n'a pas musclé nos sens, hein, à part éventuellement la vue, qui est quand même le sens qui est le plus développé aujourd'hui. Sinon, même le sens de l'écoute, du toucher, on a beaucoup perdu toucher, hein. Moi, j'avais lu une étude qui disait qu'il nous fallait 4 câlins par jour pour être à peu près à l'équilibre et pour avoir assez de charge émotionnelle positive pour se déployer, il en faudrait 8. Je connais pas beaucoup de gens qui ont 4 câlins par jour. Ouais. Mais aussi se renifler. Ah oui. Tu sais, oui, mais se renifler ou renifler l'autre, c'est aussi, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est revenir au corps. C'est revenir à notre corps et oser à nouveau sentir nos propres odeurs. C'est un côté animal aussi qu'on a délaissé au profit
de l'intellect, de la pensée, d'une certaine logique, comme ça, rationnelle, et apprendre à se renifler à nouveau, à sentir ses humeurs. Ça paraît très animal, très instinctif, mais c'est comme ça qu'on retrouve de nouveau du lien au corps. Et quand on retrouve du lien à notre corps, on retrouve du lien au corps de la terre, je crois complètement, parce que on peut ressentir l'humus, enfin. Cette part animale de l'humain, ouais, humain, humus, effectivement, comme tu le dis bien. Et dans la nature, d'ailleurs, on voit des animaux qui parfois délaissent leurs petits. C'est aussi un mouvement qui peut être naturel, en fait. Alors là, ça vient me toucher dans mon abandon, tu vois. Tu vois, boum, je retombe tout de suite. Dans mon abandon, il y a aussi des peuples, d'autres cultures qui offrent leurs enfants à d'autres personnes où ils savent qu'ils vont être mieux. Il existe aussi ça, et j'ai rencontré des enfants adoptés. Je me souviens plus si c'était non, je ne vais pas dire de bêtises. Je me souviens plus de quelle culture était cette jeune fille, mais elle était très très bien dans son abandon. Parce qu'elle savait, elle avait rencontré sa génitrice et toute la fratrie, qui était une grande fratrie. Elle avait pu, grâce à sa mère, faire le voyage, aller rencontrer sa génitrice, et elle avait bien compris que dans son peuple d'origine, offrir le meilleur à son enfant a été une fois le fait de donner son enfant à une personne en Europe qui allait bien s'occuper d'elle, etc., et lui permettre ce qu'elle ne pourrait pas donner parce que la culture d'origine. Mais c'était fait avec vraiment un sens du don, et qui faisait que cette petite ne se sentait pas du tout abandonnée. Au contraire, elle se sentait vraiment privilégiée. Alors qu'elle avait une autre sœur adoptée d'une autre culture, où la mère avait dû abandonner l'enfant par survivance, enfin par manque, par désespoir. Et toutes ces deux filles adoptées avaient un vécu complètement différent. Ah bah oui, c'est sûr. Donc c'est quand même un mouvement qui pourrait être naturel, quoi. Là où on imagine que ça ne l'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu as fait la paix avec ça, avec avec ce geste de ta mère, ou est-ce que c'est encore une source de colère pour toi? J'ai des moments de colère. J'ai des moments de colère parce que je trouve qu'elle aurait pu, enfin, jusqu'à la fin de sa vie, vraiment, elle aurait pu, surtout au moment où elle était malade, c'est ce que moi j'aurais souhaité. Au moment où elle était malade, faire appel à moi, me faire venir, elle vivait en Angleterre, pour juste que ce lien-là se fait. Je peux aussi me mettre à sa place, que c'est pas forcément lorsqu'on est atteint d'un cancer qu'on a envie d'être vu, ou enfin, tu vois, il y a aussi une déchéance du corps, il y a aussi plein de choses. Je peux comprendre, mais je peux comprendre, je peux excuser, mais ça évite pas des moments de forte colère qui, je pense, ne me quitteront pas. Mais même si ce livre est réparateur, voilà, je suis en paix avec ma blessure. Je suis en paix avec ma blessure parce que j'ai vu que j'ai donné sens à tout ça. J'ai vu que j'ai réparé et j'ai vu que j'en ai fait quelque chose. Maintenant, dans le lien avec cette personne-là, je trouve qu'elle n'a pas été correcte comme j'aurais voulu qu'elle soit correcte. Oui, c'est sûr qu'à la lecture, moi, ça me mettait vraiment, vraiment en pétard. Parce qu'il y avait vraiment cette volonté elle t'appelait la Suisse, enfin, de mise à distance complet, alors que, enfin bon, on connaît pas son histoire, mais enfin, vraiment c'est difficile à comprendre. Enfin, on a du mal à accepter, quoi. Autant de rejet de cette personne. Mais bon, sans doute qu'elle avait vécu elle-même ce genre de maltraitance, enfin, ou de non-traitance, d'absence. Alors moi, ce qui me paraît intéressant, tu vois là-dedans, et je le dis lorsque j'ai des personnes en présentation, en conférence autour de ce livre, c'est qu'on a tous fermé à un moment donné des portes à des personnes
on a tous, à un moment donné, coupé des relations. Que Mm. ça soit avec un ex amoureux, que ça soit avec un ex-mari, que ça soit avec des frères et sœurs, des cousins, des cousines, que ça soit avec nos parents, pour des raisons souvent bonnes, si tu veux, des fois des raisons de relations toxiques, où on a dû vraiment fuir pour pouvoir se sauvegarder soi-même. Euh, donc je dis pas, mais on a fermé des portes. Et ce qu'on a oublié, c'est que les gens vivent de l'autre côté de la porte. Mm. Ce qu'on oublie souvent pour se protéger aussi, c'est que derrière, ça continue de vivre, que les gens vivent avec cette non-relation, que les gens vivent grâce, des fois, à cette non-relation, à cause de cette non-relation. En tout cas, ça change leur vie aussi. Et je pense Mm. qu'on doit tous se questionner à un moment donné, est-ce qu'on laisse les portes battantes à un moment, tu vois, ou est-ce que vraiment, à un moment donné, la porte, elle est fermée avec toutes les conséquences. Et là, ma mère a fermé une porte. Réellement, elle a fermé une porte qu'elle n'a pas laissée battante. Et voilà, c'est l'expérience à faire, c'est l'expérience à se questionner soi-même. Est-ce que moi, je laisse dans ma vie les portes battantes? Jusqu'où? Combien? Est-ce que je me fortifie de l'autre côté de la porte pour pouvoir à nouveau faire relation? Est-ce que je grandis en réparant? Ou est-ce que, comme elle, à un moment donné, géographiquement même, Mm. euh, c'est fermé? C'est À ça. chacun, à chacun de voir. Même si la relation, elle existe, même si la porte, elle est fermée, en fait. Parce que la relation, elle passe à travers et que même s'il y a une non-relation est une relation, on est d'accord. Et oui. Et on vit de cette non-relation. C'est ça. Après, il y a des comment ça se présente, il y a des schémas, de compensation qui se mettent en place, il faut être bien dans son axe pour pas culpabiliser peut-être? Se trouver des torts, se dire qu'on n'est pas aimable? Tu penses de la part de la personne qui abandonne? Oui. Alors moi, je sais pas je sais pas comment elle a fait. Je sais pas comment elle Mmh. a fait. Je pense qu'elle a sûrement posé un déni là-dessus pour Mmh. être si fortement dans le non. Mmh. Je pense elle a posé un déni. Ou alors c'est plus rattrapable. Ou alors on se dit que l'autre, de toute façon, il fait sa vie puis il le fait bien. Mmh. Et on se dit qu'il y a eu d'autres personnes qui ont mieux fait qu'elle. Là, je pense à, l'image de ma grand-mère, qui Ouais. était une superwoman et qui a sûrement facilité cet abandon. Mmh. C'est aussi important à questionner. Des fois, il y a des gens qui nous donnent tellement de bons conseils qu'on se dit, bah alors fais-le. Oui. Donc, je pense qu'il y a, voilà, je questionne tout ça en fait parce qu'il y a, c'est multifactoriel de laisser, d'abandonner un bébé. Euh, oui, on, on s'arrange, mais tout le monde s'arrange avec ce qu'il fait. Mmh. On s'arrange à un moment donné. On fait des thérapies parfois pour accepter les choix qu'on a fait dans sa vie. Et le thérapeute est là pour nous montrer qu'il y a aussi des conséquences tout à fait avantageuses d'avoir fait ces choix et de nous permettre d'amadouer les côtés où on se sent plus coupable. Mais on fait sans arrêt des choix. C'est notre humanité, c'est ça, notre vie, c'est faire continuellement des choix, pouvoir les supporter. Voilà, pouvoir les supporter. C'est ça. Et ces choix, effectivement, dans ce cycle dont tu parles, ils n'ont pas la même couleur en fonction du moment où on se trouve et de la façon dont on va l'accueillir. Rien n'est jamais vraiment définitif, tout est mouvement, hein. C'est ce que tu dis par rapport à la nature. Et ouais, enfin, beaucoup d'empathie pour ta maman, de gratitude de t'avoir mis au monde, parce que quand même, même si c'était pas gagné au départ, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance de t'avoir sur cette terre, et la terre aussi. Et donc beaucoup de gratitude et d'empathie pour cette femme qui est passée à côté de toi, la pauvre, si elle savait. Mais elle a su.
Ah, Mais elle a su, je sais qu'elle suivait un petit peu les choses, mais sans plus m'en parler. Mais ça, j'ai su qu'après sa mort, que le jour anniversaire de ma naissance, elle savait que c'était le jour anniversaire de ma naissance. Donc, ça, elle l'avait pas complètement oublié, tu hmm. vois. Je crois qu'elle n'a pas su quoi faire de ça. Et voilà, elle n'a pas su. Ben oui, elle était pas outillée, elle n'était pas équipée. Ah, c'est vrai qu'à la lecture de ton livre, pour le coup, je pense que ça va. C'est pas des schémas qui sont si rares en fait. Enfin, la grande prématurité, si évidemment, c'était très très exceptionnel. Mais des mères absentes, des mères qui abandonnent ou des mères qui n'arrivent pas à s'incarner dans leur rôle de mère. Il y en a quand même, il y a quand même pas mal de femmes qui sont concernées. Et effectivement, il y a des répercussions sur leur environnement, mais comme quoi rien n'est jamais définitif, puisque, encore une fois, même si on va donc garder tous les guillemets nécessaires au mot résilience, en tout cas, il y a des choses à transformer et toi, tu as vraiment tiré de l'or de ces épreuves avec lesquelles bah, tu es parti dès le départ, hein, dès le départ, avec cette musique, ce rythme. Mais avec ce rythme de la couveuse qui m'a donné puissance de vie. Euh, mais les prématurés, les grands prématurés ou les prématurés que j'ai eu rencontrés, et il y en a beaucoup qui se manifestent maintenant aussi à la sortie de ce livre, en Oui. disant mais moi aussi. Donc j'aimerais vraiment savoir comment et peut-être me questionner sur ma mère justement comment elle a pu vivre ça parce que c'est ça aussi que je questionne cette Mm. inutilité en fait de la génitrice face à Mm. l'enfant qu'elle ne voit même pas grandir. Enfin, c'est une invisibilité de mère qui est difficile aussi. Comment s'incarner dans l'invisibilité d'être une mère. Enfin, c'est quand même douloureux. Mais ce que je remarque dans les grands prématurés que je rencontre et les prématurés, tous me disent waouh, mais alors on est des guerriers. Ouais. Il y a une force et je pense que il y a quelque chose de la vie plus grande que la vie qui vient nous chercher parce que c'est pas donné. Et je peux le voir aussi chez les gens qui viennent en thérapie. Les grands blessés développent après, une fois leur blessure colmatée, une force de traverser que celui à qui on a donné toujours la béquille, tu vois, Ah bah qui a oui. toujours reçu, ne sait pas ce que c'est que d'aller le chercher. Et là, comme je te disais tout à l'heure, je pense que chez le prématuré, c'est cellulaire. Il y a quelque chose vraiment euh, Mm. de cette grande puissance de vie qui l'anime malgré tout. C'est ça. Et de façon cellulaire, effectivement, qui n'est pas mentalisée, c'est juste la vie qui veut se déployer, qui est là, qui lâche rien. Et effectivement, quand on est tout rose, dans un univers parfait, que la zone de confort est bien douillette, eh ben, on peut y rester toute sa vie et passer un peu à côté du sujet, alors que toi, tu as tellement voulu vivre et faire quelque chose avec ta vie que du coup ça bénéficie à tout le monde et ça c'est vraiment une grande chance. Je vais remontrer la couverture de ton livre qu'on peut retrouver. Alors où est-ce qu'on peut l'acheter ce livre? Alors, il est dans toutes les librairies et aussi on peut l'acheter en ligne. Ouais. En Suisse, en tout cas, il est partout à partir de demain, 14 février. Et puis en France et en Belgique, il a encore une petite attente. Ça sera pour début mars parce qu'il y a eu un réel engouement pour ce livre et donc il est déjà en réimpression et voilà, on lui court derrière pour qu'il soit là le 1er mars. Mais voilà, tout le monde peut le précommander en tout C'est cas ça. chez son libraire et voilà, partout. C'est ce que j'allais dire. On peut le précommander sur les sites internet, mettre des petits commentaires et puis les faire passer. C'est un très joli, très joli livre. Merci infiniment pour tout ce partage à cœur ouvert. Merci d'être qui tu es, d'être notre mère à toutes d'une certaine façon. En tout cas, d'avoir porté au monde un autre visage de la femme dans sa cyclicité, la femme changeante,
qui est si précieuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi, Julie. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Merci à tous d'avoir suivi cette entrevue. On se dit à bientôt pour le prochain live et puis surtout, portez-vous bien. À bientôt. Salut Marianne.